Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Charlotte est une Française qui vit à Londres. En 2019, elle décide d'entreprendre un voyage à moto sur les routes d'Afrique. Elle prend la route, seule. Sa destination finale sera l'Afrique du Sud. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Elle n'atteindra jamais la pointe sud de l'Afrique. Dans cet épisode, elle nous raconte ce périple entre bonheur, rencontre et épreuve. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Il peut se passer n'importe quoi pendant le voyage. Va falloir contrer à un moment à ce qui peut se passer. Et pour moi, l'aventure, c'est si justement il y a quelque chose qui arrive dans le voyage, c'est comment je vais réagir à ça et comment je vais en faire mon voyage, mon aventure en fait. Et toi, dans cette définition de l'aventure, est-ce que tu te sens aventurière ? Dans le fait que dans les dernières aventures que tu as faites, il y a eu des imprévus, des choses comme ça, qui ont fait que tu t'es sentie vraiment aventurière. Je pense, c'est marrant parce que dans mon dernier voyage, donc du coup, mon voyage africain, c'était vraiment le premier gros voyage, au moins du moins par la durée, pour lequel je pouvais définir d'une aventure, même si ça n'a pas forcément besoin d'être aussi long que ça, mais c'était pas d'aller chercher l'ennui ou quoi que ce soit, c'était... je pense qu'aventure, ça rime aussi un peu avec challenge. Et pour moi, c'était une sorte de challenge. Alors, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait à un moment. Certainement pas ce qui est arrivé, le plus gros challenge que j'ai eu à la fin. Mais ouais, dans ma tête, c'était, il va se passer quelque chose. Je vais avoir des empêchements. Peut-être, je sais pas, des gens qui vont bloquer, des problèmes avec la moto. Pour moi, c'est ça, quoi. Et du coup, tu viens d'en parler de ce fameux voyage en Afrique. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de comment est née cette idée. Pourquoi l'Afrique, tu vois ? Dans ce monde, il y a beaucoup de pays, de continents à voir. Et pourquoi tu as décidé de partir dans cette direction ? Alors, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire un grand voyage à moto. Donc je me suis dit bon, je peux partir autour du monde, je peux aller de nord au sud, sud au nord, et je pense que l'idée de l'Afrique s'est développée. J'ai une bonne passion pour le Paris-Dakar, et l'idée de ce voyage en fait a commencé comme ça. Je me suis dit ça allait être mes 30 ans. Et je voulais en quelque sorte célébrer ça, mais juste pour moi quoi. Je m'étais dit bon, je vais prendre le mois off et voilà, je vais me faire mon propre Paris-Dakar. Je vais descendre jusqu'à Dakar. Et puis avec le travail et tout, j'ai pas pu exactement. J'étais sur un projet très intéressant que je voulais pas quitter. Et du coup, j'ai décidé de repousser ça et je me suis dit bon je peux pas le faire quand je le veux. Alors pourquoi pas prendre une bonne durée, je vais prendre 6 mois et puis au lieu d'aller seulement à Dakar, je vais descendre tout en bas. Et j'aimais beaucoup l'idée de descendre le plus loin possible jusqu'à ce que tu ne puisses plus aller plus loin en fait, jusqu'à ce que tu rencontres la mer. Et il y a le côté aussi de suivre toute cette même côte, c'est-à-dire qu'en partant tu traverses, donc tu arrives au Maroc, il y a sur la côte marocaine, c'est l'océan Atlantique, et l'idée de suivre ce même océan jusqu'au bout du continent avait quelque chose je trouve ça assez magique en fait. Il y avait quelque chose d'assez attirant là-dedans. Et je pense que l'autre côté, c'était l'Afrique, ça reste, même en termes, on pourra développer ça après, mais même en termes de choix de moto, je pense pas choisi la même moto si j'avais été autour du monde que si j'étais descendue en Afrique en fait. Je sais pas, pour moi il y a des challenges différents que ce soit effectivement en termes de sécurité géopolitique, de off-road, et c'était une culture que je connaissais pas du tout. J'ai voyagé un peu en Asie, j'ai voyagé en Inde, au Népal, un peu plus loin en Asie, et je connaissais pas du tout. Donc il y avait ce côté aussi méconnu qui m'intriguait. Je connaissais seulement un bout de l'Afrique du Sud et du Botswana, et vite fait Tunisie, Égypte, mais pas
pas rien en Afrique de l'Ouest et pour moi c'était complètement différent. Donc Et là, les bases sont posées. Tu décides donc d'aller en Afrique par le fait que, bah, déjà le fait de dire que tu vas en Afrique, c'est déjà une aventure. voilà. Donc ça, c'est déjà assez exceptionnel. De tracer cet itinéraire qui va suivre en effet toute la côte atlantique. Moi, ce que j'adorais savoir, c'est quand tu annonces ça autour de toi, à ton entourage, à ta famille, c'est quoi la réaction? Alors, euh, j'ai envie de te demander ça aussi parce que tu es une femme. Donc, comment réagissent l'entourage quand tu annonces ça à la famille, aux amis? Alors ça m'a pris quelques temps. À partir du moment où j'avais décidé que j'allais descendre en Afrique, j'avais plus ou moins mis l'idée en tête à mes amis, mes parents surtout, que j'aimerais bien faire un long voyage comme ça. Je leur ai pas dit tout de suite que ça allait être l'Afrique, hein. Une fois que j'avais fait commencé à faire, enfin que j'avais fait mes recherches et tout ça, j'ai un peu préparé le terrain. C'est venu très progressivement. Je leur ai parlé, j'ai lu quelques bouquins de femmes qui ont fait soit le tour du monde ou qui étaient descendues justement en Afrique il y a quelques années. Et puis, au fur et à mesure, je leur partageais un petit peu ces livres. Hein, t'as vu, voilà, tout doucement, tout doucement. Et au final, forcément, la nouvelle a été accueillie c'était un peu mitigé. Ils ont pas crié de joie, ça c'est sûr. Je pense que mes amis étaient un peu plus réjouis parce que, enfin, ils savent que je suis peut-être un peu casse-cou aussi et, euh, et que j'aime ce genre d'aventure. Pour moi ou voyage, voilà, c'est expédition quoi. C'est expédition, c'est l'aventure. Et effectivement, après, ça s'étend. J'explique, enfin, je présente ça à des collègues ou des gens que je fréquente un peu moins. Et les premières réactions, c'est déjà pourquoi tu voudrais aller en vacances en Afrique? Et deux, mais euh, mais toute seule, mais en Afrique, mais ça va pas bien. Pourquoi tu veux te mettre dans une situation comme ça? Et et c'est sûr que forcément, quand on regarde juste les nouvelles, la télévision nous envoie ce que vraiment, enfin, C'est ces fameux préjugés qu'on a sur l'Afrique en premier lieu, comme aussi d'autres régions. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est assez ancré en nous par rapport, tu as raison, aux médias qu'on entend régulièrement, qu'on voit régulièrement. Et c'est justement ça, c'est là où je voulais en venir. Je m'attendais finalement à que tu me dises que bah, ta famille, ça aurait été peut-être un petit peu compliqué en termes de réaction, peut-être certaines personnes. Est-ce que tu as eu des remarques aussi spécifiquement parce que tu es une femme? Est-ce que tu penses que tu as eu des remarques par le fait que tu es une femme que des hommes n'auraient pas eu, par exemple? oui, enfin, des remarques, oui, j'en ai eu. Où effectivement, c'était en mode, moi en tant qu'homme, je le ferais pas, alors toi en femme, Hmm. ce genre de remarques. Et au fond de moi, j'ai commencé à partager l'idée de ce voyage, la plupart du temps, j'avais pas envie d'entendre ce que les gens avaient à dire à propos de ça, parce que effectivement, les problèmes d'insécurité, les problèmes de voyager seul. Alors j'ai déjà voyagé seul pas mal avant, notamment en Inde, en faisant du backpacking ou même en louant une Royal Enfield justement et en me baladant. Donc j'ai fait énormément de voyages solo, mais là c'est vrai que solo et overland et Afrique c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que là, comme je disais, il y a ce sentiment de peur et d'insécurité qui forcément c'est quelque chose d'incertain. C'est un territoire que je ne connaissais pas du tout. Je voulais mettre ça juste dans un coin de ma tête, hein, et l'oublier, mais je voulais surtout pas qu'on me le rappelle. Et c'est souvent des hommes qui me lançaient ce genre de remarques. Les femmes, mes amis, c'était plus bon bah tu feras attention. C'était plus dans le positif. Tu feras attention. Faut que voilà. On le dit souvent, il faut protéger son rêve parce que bah, certains sont amenés
à un petit peu l'abîmer, et donc du coup on peut aussi perdre un peu de motivation. Donc moi c'est vrai, quand je parle de projet, alors je parle d'un point de vue personnel, quand j'ai un projet, une idée, que ce soit d'ailleurs une aventure ou une idée personnelle d'ailleurs, par exemple pour la création du podcast, bah, je préférais garder ça pour moi, ou en tout cas j'en parlais à des gens à qui j'étais sûr qu'ils allaient être positifs, qui disaient non mais attends, c'est une superbe idée, fonce, etc. Parce que même si enfin en tout cas pour moi, même si je me dis allez, j'ai confiance, je vais le faire, on a toujours besoin quand même d'un certain soutien, et je me dis dans une telle expédition, euh, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont capables en effet de faire certaines remarques qui sont vraiment pas fondées, et en tout cas c'était intéressant que tu nous dises ça, et ce qui est génial c'est que là on va parler bah, de la vraie aventure, et qu'il n'y a aucune raison que ce soit un homme ou une femme pour ne pas faire cette aventure-là. Donc ça c'est trop bien. Moi ce que je voulais savoir du coup, en revenant sur l'aventure, dans les grandes lignes, tu as parlé de l'itinéraire, donc on sait que tu as suivi donc toute cette fameuse côte ouest. Comment tu peux nous parler donc des routes africaines, ton quotidien, au moment où tu passes, on va dire, la Méditerranée? J'imagine que tout de suite, au Maroc, ça reste quand même très dépaysant. Alors ça parle un peu français, mais voilà, raconte-nous un peu comment s'est passé ton quotidien à partir du Maroc, de l'Afrique. D'accord. Bah, donc, ouais, donc j'ai pris le ferry à Algeciras, donc à la pointe la pointe espagnole. Et là, à partir de ce moment où j'arrive sur le ferry, donc on voit vraiment au loin la côte marocaine. Et là, c'était vraiment bon. Ça y est, c'est le départ. J'arrive sur la route ce soir. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et ma première nuit, je suis partie direction Chefchaouen. Je voulais un peu découvrir un petit peu l'intérieur, vite fait à l'intérieur du pays avant de rejoindre la côte. Schéma, mon idée c'était quand même de rejoindre Dakar plus ou moins assez rapidement parce que j'étais rythmée, je l'expliquerai après, mais rythmée énormément par les visas. Et la seule contrainte que j'avais en partant en fait, hein, c'était mon arrivée au Nigeria. C'est le seul visa que j'avais avant de partir et du coup ça me donnait 3 mois. Donc au début j'étais là, bon alors comment je vais est-ce que je calcule exactement dans chaque pays combien par nuit, est-ce que je prévois tous mes stops, hein. Au début dans ma tête les premiers jours j'étais vraiment comme ça, je voulais vraiment savoir à l'avance où est-ce que j'allais dormir, où est-ce que j'allais stopper la nuit. Et au final le rythme s'installe juste naturellement. Et je voyais vraiment au jour le jour, plus ou moins au jour où genre la veille, je me fixais un endroit à atteindre le soir suivant, et je progressais comme ça. Et au final, une des choses l'inconnu de savoir où est-ce que j'allais dormir, l'idée de savoir quand est-ce que j'allais faire du camping sauvage, ça c'était une des idées avant de partir qui me stressait un peu, que j'étais en mode oh là là, comment ça va se passer tout ça. Et au final, à partir du moment où j'ai mis les pieds sur le continent africain, ça s'est évaporé, toutes ces peurs se sont évaporées, et ça s'est vraiment fait naturellement. Comment tu l'expliques ça? Je sais pas si c'est lié au travail ou la vie qu'on a ici. Je pense un petit naturel où je peux être un peu stressée des fois, et que j'aime contrôler en étant super organisée. Et à chaque fois que je monte sur une moto et que je pars, ce sentiment-là s'envole toujours. Ouais, je sais pas, c'est comme un soulagement de monter sur monter sur la moto et de partir, de démarrer, et je me sens toujours apaisée, soulagée quand ça arrive. Et je pense que c'est juste cet effet-là de rouler tous les jours, d'être juste bien naturel, sous le soleil, dans des paysages magnifiques, à faire ce que j'aime, à découvrir, à rencontrer des gens, à s'arrêter, prendre des photos, juste profiter d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays. Et quand il en arrivait au soir ah oui, bon, bah oui, va falloir que je trouve un endroit pour dormir. Bon, il y a des fois où je savais effectivement où j'allais dormir. Au Maroc, c'est relativement facile de trouver des campings ou des campements. Et enfin, ça se faisait très très bien.
Bon, après, j'avais fait un petit peu de recherche. Il y a quelques applications, notamment comme iOverlander. Je sais pas si tu connais. Je m'en suis servi souvent en Amérique du Sud, mais alors j'ai pas eu l'occasion de faire l'Afrique. J'espère pouvoir le faire. Alors je le dis tout le temps dans ce podcast que je veux faire toutes les destinations, mais en plus quand on m'en parle, ça me donne encore plus envie. Et oui, alors c'est vrai que iOverlander en Amérique du Sud, ça a été très utile. D'ailleurs, je pense que je le mettrai en lien dans l'épisode parce que ça peut être très utile aussi pour les auditeurs de Rider Radio. Donc tu fais bien d'en parler. Et dans ces fameuses nuitées, enfin dans ces fameuses nuits que tu passais, tu les passais généralement dans les villes ou t'essayais parfois de faire du bivouac. C'était comment un peu le choix? Comment se faisait le choix? Alors, j'essayais au maximum de rester en dehors des villes. Je pense que les villes ont toujours été enfin, le cauchemar est essentiellement en moto en Afrique. Je me mettais. La seule raison pour laquelle j'allais en ville, la plupart du temps, c'était pour les visas. Et c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait le plus de rester en ville. Donc quand j'allais en ville, la plupart du temps, je réservais, je trouvais soit une auberge, soit un hôtel. Ça reste quand même plus facile. Ça m'est arrivé seulement, je crois, en Guinée-Bissau, à Bissau, où j'arrivais à trouver un campement sur une sorte de campement sur autour de la ville. Mais non, sinon la plupart du temps c'était des bivouacs. Il y a énormément, c'est assez facile de trouver des campings aussi. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de camping. C'est camping, oui, parce qu'il va y avoir pas un accueil, mais il va y avoir une personne. On va dire ça. On va définir par un accueil, une personne ou deux. Mais jusqu'au Sénégal, ce n'est pas trop difficile. Même en Mauritanie. C'était une auberge désertée la première nuit après le passage du No Man's Land. C'était une auberge désertée, mais c'était du coup j'ai campé, j'ai mis ma tente, ça devait dans ce qui devait être anciennement le restaurant. Et j'avais vu sur une baie magnifique. Hein. Et les campements étaient, enfin quand je dis campement, du coup je parle vraiment du soir. C'était vraiment assez varié, donc j'ai pu dormir faire énormément de bivouac, donc ce qu'on qualifierait de camping sauvage. C'est juste qu'il n'y a pas forcément de camping dans ces pays-là, donc voilà, on dort où on peut et on campe où on peut. Quand je faisais ça, je respectais quelques règles, essentiellement, ou être soit vraiment en dehors d'un village, soit vraiment caché. L'idée, c'était d'être caché des routes pour ne pas se faire embêter ou alors attaquer la nuit. Ou alors, dans un village, il suffisait de rentrer dans des villages, dans des petits villages, de demander au chef pour voir si je pouvais mettre ma tente dans le village. Et alors là, on a tout le village pour la nuit et on se réveille le matin. Il y a 3 têtes à regarder à travers la tente pour savoir quand je me réveille. Et ça, ces fameuses rencontres, donc quand tu arrives dans un village comme ça doit être juste génial. Et à chaque fois que tu es arrivé dans un village, tu as été accueilli dans le sens où tu as pu mettre ta tente. Est-ce qu'il y a eu des fois des refus? Comment ça se passait? Quand tu leur expliquais que tu venais de loin en moto et que tu souhaitais dormir dans le village avec ta tente? La plupart du temps, t'es accueilli par les enfants, quoi. C'est les enfants qui vont courir tout droit vers la moto. Après, il va y avoir les adultes, ou même le chef du village qui sont là, ou alors ils vont pointer vers qui s'adresser. Et oui, je pense que j'ai toujours eu de l'enthousiasme. Là, il y a une fois où c'était pas vraiment un village, c'était au sud du Maroc, ce qu'on appelle le Sahara occidental. Il y avait quelques maisons, c'était vraiment très très désertique et il y a un orage qui arrivait. Et il y a quelques maisons comme ça. Alors je sais pas trop si c'est des maisons de pêcheurs ou quoi, qui sont vraiment sur la côte, limite presque au bord de la falaise. Et je voyais vraiment la tempête qui arrivait. Il y avait déjà énormément de vent, beaucoup de vent et de sable. Et je me suis dit bon bah je me lance.
Et là, on dit non, je me dis, est-ce que c'est possible de mettre ma tente juste au bord de la maison, tu sais, pour avoir un peu de sécurité. Je me dis, il y a du monde, voilà, parce que là, du coup, dans cette zone-là, c'était impossible de sortir de la route et de planter ma tente. Je veux dire, c'était genre c'était plat, donc on aurait vu quelque chose qui débordait comme ça au bout de la route. Et bon, il y avait quand même des camions, voilà, je l'ai toujours fait au feeling, et si je le sentais pas, j'ai toujours été à l'intuition. Je pense que ça, c'est le vrai conseil aussi, c'est faire confiance, se faire confiance, je pense, dans une aventure, surtout dans des zones qui peuvent être un petit peu délicates. Je pense qu'il faut se faire confiance et tu l'as dit, suivre son instinct. Donc, je pense que ça, t'as raison, c'est un vrai conseil, ouais. Et oui, du coup, je disais cette nuit-là où du coup, je m'approche de cette habitation. Je demande si c'est possible de laisser ma tente juste pour passer la nuit, que je partirai tôt le lendemain et tout. Et je les sentais un petit peu nerveux. C'était des groupes, je crois que c'était 3 hommes. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit bon. Et il fait non, faut pas rester là. Vous serez pas en sécurité. Et je pense qu'ils avaient peur de recevoir de la visite pendant la nuit. Donc je me suis remise en selle et j'ai filé jusqu'à la prochaine ville. Je crois que c'était d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment Western Sahara? Je sais plus, mais j'ai passé cette nuit-là à Tarfaya, je crois, qui est très très intrigante comme ville, avec du coup une ambiance. Il y a un orage qui arrivait, il commençait à pleuvoir, assez une ambiance assez sombre. Et j'ai fini par trouver un petit hôtel très très vraiment très 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 basique, mais voilà, c'était enfin, ça arrivait des fois que de se pointer à un hôtel, de demander si c'est possible, oui, non, et des fois de faire plusieurs endroits, quoi. Même des fois pour du bivouac, ça m'arrivait de chercher pendant 2 heures parce que je le sentais pas, ou alors je trouvais une petite route, mais après fallait attendre qu'il y ait les gens qui passent. Je voulais pas être repérée. Et je crois que la pire nuit que j'ai passée, euh, alors c'était en Côte d'Ivoire. J'avais réussi à m'isoler dans un champ entre cocotiers, pas cocotiers, euh, cacaotiers et bananiers. Et je me suis dit, oh, c'est bon, ça devrait aller. Je pensais être assez éloignée d'un village. Je me suis dit, bon, c'est bon, de toute façon, je repartirai pour la première chose le matin. J'avais beaucoup de route à faire. Et je me couche relativement assez de bonne heure, je pense vers 8h, 8-9h, parce que de toute façon, il faisait sombre et mon rythme était vraiment en fonction du soleil. Et là, je me couche et là, il y a une tronçonneuse qui démarre. Je l'entendais un petit peu à distance. Il était 21h et il faisait bien noir. Je fais bon. Et la tronçonneuse n'a pas arrêté jusqu'à 4-5 heures du matin. Et je la sentais partir au loin, se rapprocher. Je l'entendais tourner loin. Et je savais pas où elle était. Et c'est assez stressant comme ambiance. Ah ouais, tu penses tout de suite à Jack l'Éventreur et tout, en plein milieu de la brousse, ouais, ça doit être quelque chose, ouais, ça doit être quelque chose. Et puis surtout que ça dure la nuit, quoi. En général, tu tronçonnes la journée, quoi, déjà. Donc, Bah voilà, ouais. la nuit, ça doit faire bizarre, ouais, ça doit faire bizarre. Et quand tu allais dans les villages ou quand tu faisais des rencontres, là, d'ailleurs, je reviens un petit peu aux remarques que t'ont fait certaines personnes, donc au début de l'épisode. Et comment ça s'est passé, la réaction des gens quand ils te voyaient et quand t'enlevais ton casque, ils s'apercevaient que t'étais une femme? Comment les gens réagissaient, tu vois? Ça doit être surprenant peut-être aussi, une femme seule, j'imagine, dans ces pays, dans ces contrées en tout cas, dans les parties reculées de ce monde. Effectivement, ouais. Je crois que la première remarque que j'ai eue, c'était en Mauritanie. Du coup, je m'étais coupé les cheveux enfin longs mais assez courts avant de partir, ce qui fait qu'on les voyait pas forcément dépasser de mon casque. Je les mettais bien dans ma veste et tout. Et je m'arrête pour manger quelque chose le midi. Et là, je retire mes lunettes de soleil d'abord, mon casque, et là, des femmes qui me regardent. Oh, mais c'est une femme. Mais comment c'est possible, quoi? Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois cette remarque. J'ai eu
des fois, la plupart du temps, c'est très positif. J'en ai eu d'autres où c'était, mais t'es une femme, tu devrais porter une robe, tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais pas rouler sur une moto. Et c'est vrai que j'ai eu toutes sortes de remarques et je pense que ma préférée, je passais à côté d'une école en Guinée et là je m'arrête et ça devait être l'heure de la récré et là je vois toute une classe courir vers moi et je pense que c'est pareil au début ils avaient pas vu que j'étais une femme et donc du coup je m'arrête, je retiens mes lunettes de soleil et du coup là ils commencent à voir que j'étais une femme et les yeux des petites filles qui s'écarquillaient comme si soudainement c'était mais nous aussi on peut faire ça. Est-ce que et c'était cet échange était vraiment fort. Ça me reste encore aujourd'hui et je pense que c'était un de mes retours préférés. Et c'est vraiment c'est le fait de leur avoir donné, je sais pas si on peut qualifier ça de rêve, mais de leur faire de leur faire rêver à des choses qu'elles peuvent faire elles aussi. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment d'autres d'autres retours aussi en termes c'était mais où est-ce que est ton mari. Et au bout d'un moment bah non j'ai pas de mari et c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis imaginé un mari imaginaire parce que c'était juste plus simple parce à chaque stop de police parce qu'il y a énormément de contrôle sécurité de stop de police et c'était eh ben t'es pas marié, est-ce que tu vas être ma femme et au bout d'un moment tu te dis bon bah c'est marrant c'est marrant mais en fait tu te rends compte qu'ils sont en fait assez sérieux et du coup non j'ai laissé mon mari à la à la maison ou alors je vais le rejoindre mais c'est marrant et ça m'est arrivé du coup pendant quelques semaines j'ai voyagé avec avec Jonas un jeune Allemand et et du coup, lui était en voiture. Et quand on arrivait aux frontières ensemble, c'était mais pourquoi ton mari il est dans la voiture et toi t'es sur la moto? Ça devrait être l'inverse. Toi tu devrais être dans la voiture. Et du coup c'est vraiment marrant quoi de voir ça et Ouais, je revenais aux petites filles. C'est vrai que on dit souvent qu'on est là pour comprendre la culture des uns et des autres à travers tous ces voyages. Mais c'est génial aussi quand on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et toi, c'est vrai, quand tu arrives dans un village et que tu as des petites filles qui ont pas ce, 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 ce modèle, on va dire, parce que bah, malheureusement, peut-être leur maman, leur sœur ont leurs habitudes, bah, bien sûr, culturelles et n'ont jamais vu de femmes sur une moto. Et là, le fait de te voir, ça a dû être juste génial. Donc, ouais, franchement, j'imagine. Je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, technique, sur le choix de ta moto. Alors, je sais que tu es parti sur une Husqvarna. Pourquoi ce choix? Quels ont été, on va dire, les éléments importants pour l'achat de cette moto et la préparation pour faire cette expédition en Afrique? alors ça m'a pris assez longtemps de me fixer sur quelle moto j'allais partir. Pour la simple raison que il y a énormément de motos, ce qu'on qualifierait de motos aventure sur le marché. Le problème, c'est qu'elles sont très lourdes. Et et ça, je le savais très bien, c'est que bah, la moto, elle allait tomber. Et en étant dans le sable ou dans la boule, il va falloir la relever des fois plusieurs fois par jour. Et, et, et pour moi, c'était le problème majeur. C'était vraiment le poids de la moto. Si elle tombe, comment je fais? Donc, c'est vrai que je me suis orientée sur du coup la Husqvarna 701, qui est une moto enduro à la base, donc pas du tout préparée pour le voyage. Et j'ai lu pas mal de blogs et eu pas mal de retours sur cette moto-là et j'ai vu je crois que c'est un couple qui voyage avec des 701 aussi et qu'on avait un très bon retour. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas un gros un cylindre, c'était pas quelque chose que je connaissais.
Je fais bon, bah, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé à regarder vraiment qu'est-ce qui se faisait comme terme d'accessoires autour pour pouvoir la préparer au voyage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de choses disponibles, de kits rallye ou de pièces, quoi. Je me suis dit bon, ben c'est une option. Et non seulement du coup partir sur une moto enduro, ça voulait dire que l'électronique était plutôt simple, qu'elles sont construites pour y aller à fond, pour la boue, le sable et tout. Donc je me suis dit bon, je vais jamais l'utiliser dans ces extrêmes-là, mais je sais qu'au moins il y aura pas de souci avec ça. Alors le côté le plus mauvais côté des choses, je dirais, c'était qu'effectivement, par contre, trouver des pièces comme ça en Afrique allait être un sacré problème. Du coup, je suis quand même décidée de partir sur ce modèle-là. Du coup, c'est une moto qui du coup fait 150 kilos à la base, et je crois qu'avec du coup mes modifications plus les bagages, j'en étais juste en dessous avec un plein. J'en étais à 200 kilos. Et j'ai quand même doublé l'autonomie. Donc, j'avais 28 litres d'essence avec moi. Donc, j'ai rajouté deux réservoirs à l'avant. J'ai surélevé le poste de pilotage. J'ai rajouté une bulle. J'ai rabaissé la moto parce que le côté négatif des choses sur ces motos, c'est qu'elles sont très hautes et que je ne suis pas très grande. Je suis un petit peu moins d'1m70. Et donc ça c'était le problème. Mais donc je l'ai rabaissé un petit peu de façon à ce que je touche au moins les deux pointes de pied au sol, quoi. Avec le poids des bagages, ça me rabaissait un petit peu plus. Et justement, tu parlais de difficultés à trouver des pièces en Afrique sur une Husqvarna. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes mécaniques pendant ce voyage? Alors non, j'étais relativement chanceuse avec ça. Donc la moto était neuve, hein. J'ai acheté la moto neuve, j'ai fait 2000, j'ai dû faire 2000 bornes avant de partir pour mon voyage. Et non, j'étais relativement je veux pas qualifier ça de la chance, mais la moto a été très solide là-dessus, pas de problème. Juste eu un moment où j'étais en Sierra Leone, où je trouvais qu'il commençait à y avoir un bruit mécanique du côté de l'embrayage. Je fais, bon, j'aime pas trop ça. Et là, j'allais m'engager pour 2000 km de ce que je savais de boue dans la jungle. Et je fais là, c'est mort. Faut que soit je règle le problème avant ou quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé de faire, j'ai trouvé de l'huile à Freetown. Et j'ai décidé du coup de faire une vidange pour voir s'il y avait des dépôts métalliques dedans. Et je savais que je pouvais faire un gros service au Togo, en fait, parce qu'il y a un KTM, un magasin KTM là-bas. Donc dans ma tête, j'étais là, bon, il faut au moins que j'arrive là-bas. Et une fois arrivé là-bas, je pourrais faire un gros entretien de la moto. Au final, j'ai changé l'huile, ça a l'air d'aller, resserrer, changer les fils, tout allait bien. Et non, en dehors de ça, au final, il s'avérait que c'était seulement juste un ajustage à faire. Et donc non, là, je n'ai pas eu de problème avec la moto. La seule chose, c'était un petit peu de fuite sur les fourches, mais bon, faut dire qu'il y a quand même des routes assez endommagées. Et oui, je pense que c'est juste normal après les routes auxquelles je suis passée. Là, tu dis que tu as mis la main à la pâte, donc tu avais, avant de partir, des notions de mécanique, ou est-ce que tu as appris pendant le voyage, ou avant d'ailleurs? Est-ce que tu t'es préparé à ces petites notions de mécanique pour vivre cette aventure? Ah oui, alors je me suis préparée, alors un petit peu parce que je connaissais pas comme je dis, je connaissais pas du tout cette moto avant de partir. Donc j'aime bien bricoler sur les motos. J'ai une vieille BMW R65 sur laquelle je bricole un peu. Mais pour moi, du coup, bricoler sur des vieilles motos et bricoler sur des motos un peu plus récentes, ça reste autre chose. Et j'ai eu de la chance parce que le garage auquel j'ai acheté la moto, ils sont spécialisés à la base dans tout ce qui est enduro et motocross. Et du coup, c'est un garage de famille. Et il y a le grand-père qui était là et qui m'a pas mal formé sur
quoi regarder sur la moto, comment retendre la chaîne, comment faire l'entretien, sur plein de petites choses, plein de petits trucs et astuces, on va dire. Même dans la préparation de la moto, on a changé le filtre à air, par exemple, pour mettre quelque chose de plus adapté à la traversée du désert. On a mis des filtres pour parce que du coup en Afrique l'essence peut être un peu pas d'aussi bonne qualité, on va dire. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et je suis partie avec on va dire le kit de base pour régler les premiers problèmes sur la moto. Donc c'est pareil, changer les pneus. Alors ça, je croisais vraiment les doigts pour ne pas avoir de crevaison là-dessus. J'ai quand même mis des pneus avec des chambres à air super épaisses. Je crois que les chambres à air c'est 5 millimètres, quelque chose comme ça. Donc ça a très très bien tenu. Et non, du coup, pas de crevaison. Donc c'est pareil, j'avais tout ce qu'il fallait en termes de trousse à outils, donc ce qu'il fallait pour changer les pneus, pour faire l'entretien, tout pour réparer la moto, on va dire, pour que je puisse continuer à rouler jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où je puisse vraiment faire une réparation si j'avais vraiment un problème. C'est pareil, je suis partie du coup avec des pièces de rechange comme du coup ce qu'il fallait pour l'entretien, mais des leviers, je suis décidée de partir sans une chaîne parce que ça reste quand même assez lourd. Et je suis partie avec pas mal de pièces de rechange pour s'y arriver un problème, pouvoir contrer le problème et pouvoir m'amener à un endroit où je puisse réparer et recevoir des pièces. Je reviens un peu sur le voyage. Donc là, tu es en Afrique. Moi, je sais parce qu'on en a discuté et que j'ai lu aussi certains de tes interviews. Donc toi, tu avais rendez-vous, enfin en tout cas, c'était l'objectif d'aller en Afrique du Sud. Malheureusement, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous raconter cet accident que tu as eu et déjà savoir si aujourd'hui, si tout va bien? Alors on va commencer par aujourd'hui. Oui, tout va bien. Donc ça fait maintenant, ça fait un an, un peu plus, juste un an que cet événement s'est passé. Donc je suis bien remise. L'accident était assez traumatisant pour mon corps, on va dire. Donc oui, je suis bien remise maintenant. Donc l'accident. Alors faut savoir que le Nigeria, c'était, je pense, le seul pays avant de partir qui me stressait vraiment. Déjà l'obtention du visa était quelque chose de bon. Fallait bien tout faire en ordre. Il demandait énormément de choses. Et comme je disais plus tôt, j'ai donc 3 mois pour arriver jusqu'à la frontière là-bas et pour le traverser. Alors, comme c'est un pays qui reste un peu sous tension, il y a des problèmes d'insécurité. C'était vraiment un des pays sur la liste qui était le plus dangereux. Malheureusement, c'était le meilleur endroit pour traverser dans cette région-là d'Afrique. Donc j'en avais décidé d'en faire un peu une mission. Je voulais vraiment pas traîner là-bas. C'était bon, allez, je traverse le plus vite arrivé au Cameroun, le mieux. Et j'avais décidé donc de le traverser. Je voulais pas vraiment traverser le Nigeria tout seul. Et donc Jonas, que j'ai rencontré auparavant dans le voyage, j'ai donc passé la frontière avec lui. Et il y a un autre voyageur qui s'est joint à nous pour l'occasion. Donc c'était ça dès le premier jour au Nigeria, ça a vraiment commencé. C'était vraiment intense. Le trafic là-bas est assez les voitures sont plus développées, je dirais, donc il y a des plus grosses voitures, mais et donc conduisent plus vite. Le trafic est absolument fou. Et c'était 4 jours de traversée très intense. Alors nous sommes dirigés pour faire la traversée jusqu'au Cameroun. En fait, il fallait passer par une frontière par les montagnes, un peu plus au nord, pas dans le nord du pays, qui était une région assez dangereuse, mais un peu plus au nord de là où la frontière principale est, parce qu'elle était fermée pour les touristes. Et malheureusement, Jonas n'avait pas son visa du Cameroun que moi j'avais récupéré à Dakar.
Il a fallu donc qu'on fasse un petit détour par Calabar, qui est quasiment sur la carte. Ça apparaît au niveau de la frontière du Cameroun, sur la côte, hein. Donc on a fait un détour par là pour ensuite remonter un peu plus au nord et passer la frontière là. Donc c'était, comme je disais, 4 jours très intenses, 400-500 km par jour, mais du coup entre la chaleur, les énormément de trafic sur la route, les routes très endommagées, ça reste assez tense quand on quand on voyage sur une moto. Et donc nous étions ce dernier jour-là, donc c'était le 31 décembre 2019, nous étions en route pour Jonas venait de récupérer son visa, nous étions en route pour les montagnes où on allait passer le nouvel an. Et là sur la route, c'est très étrange, il m'aurait pu m'arriver 1000 choses, j'aurais pu me faire mal en tombant, en faisant du off-road, dans du sable, dans la jungle, dans la boue, et là non, juste une moto qui m'a coupé la route, venue de nulle part. Et donc, je me suis retrouvée de 50 km à stop d'un coup. Et vraiment, dans cette fraction de seconde, j'ai eu une fraction de seconde pour penser à ce que je voyais arriver, et pas plus que ça. Et ça s'est stoppé là. Il y a une sorte de blanc à ce moment-là. Je me retrouve sur la route, hein, la moto me retape dedans. Et là, je me fais, voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais sur mes genoux, j'essaye de faire un signe à Jonas, en espérant qu'il soit pas trop loin, parce il voyageait devant moi, en espérant qu'il soit pas trop loin. Je m'étais arrêtée un peu avant de faire des photos, et du coup, il était parti devant. Et là, en tendant mon bras, je me rends compte que ma main n'était pas là où elle devait être. J'avais l'avant-bras doublement fracturé. Et je ne pouvais pas bouger non plus. Et là, je fais, du coup, ça m'est venu très rapidement que c'était la fin du voyage, et j'étais assez furieuse de ça. Et là, je me suis retrouvée soudainement avec 20 personnes autour de moi à me regarder, qu'est-ce qu'il y allait. Et là, je n'avais qu'une chose à la tête, c'était, mais pourquoi tu m'as coupé la route, hein? Qui c'est qui m'a coupé la route? Et j'en étais juste furieuse. J'en étais plus furieuse du fait que ce soit quelqu'un qui ait stoppé mon voyage que moi par ma propre faute, en fait. C'était vraiment ta première réaction, c'était d'être en colère. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais on imagine que c'est peut-être la douleur, la peur, mais en fait, t'étais tellement hanté par ce voyage que c'était la colère qui arrive en premier. C'est assez incroyable ce que tu me dis. C'est vrai, c'est assez incroyable. Et même en y repensant après, oui, j'ai eu la même réaction que toi, en me disant, mais je criais même pas de douleur, je criais juste parce que j'étais en colère, parce que les choses avaient été stoppées, et c'était pas moi qui en avais décidé, ou du moins pas par ma faute. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été une autre forme de voyage qui a quasiment, qui dans un premier temps a duré 10 jours. C'est le nombre de jours qu'il a fallu pour organiser l'évacuation médicale. Alors du coup, au moment où j'ai eu l'accident, j'étais déjà à 3 heures à peu près de Calabar, de là où était l'hôpital le plus proche. Donc il a fallu déjà commencer par essayer de me transporter là-bas dans une espèce de taxi. J'avais une sorte du carton pour me faire une attelle pour mon bras. Je ne savais toujours pas ce que j'avais du coup aux jambes. J'étais un peu stressée parce que j'étais énormément de douleur. Je savais qu'allonger ça allait, mais je ne savais pas du tout ce qui allait. Est-ce que je pouvais bouger? Est-ce que si j'allais bouger, est-ce que j'allais couper quelque chose, couper un nerf? Et c'est vrai que ça arrive ça commençait à faire peur. Et je suis restée 10 jours sans savoir ce que c'était au final, puisque quand je suis arrivée à l'hôpital, donc effectivement le bras, c'était assez visible qu'il y avait quelque chose de cassé.
Mais du coup, on m'a fait faire des radios du bassin et malheureusement, sur ces radios, ils n'ont absolument pas vu une seule des 6 fractures que j'avais à la hanche, au sacrum, au pelvis. Et du coup, ils en étaient, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de ça. Faut juste du temps. Donc oui, effectivement, faut du temps, mais je pense que Dieu, à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait rassurée de ce coup-là. Mais c'était en y repensant après il y a eu quelques jours un petit peu difficiles parce que du coup comme je ne savais pas que j'avais quelque chose de cassé, que les docteurs n'étaient pas capables de le dire non plus, l'assurance voulait pas me rapatrier ou voulait seulement me rapatrier assise et je fais bah non, écoutez, moi ça va pas être possible, hein. Donc heureusement j'avais une autre assurance à côté. On parlait tout à l'heure du fait de voyager toute seule. Je voyageais avec un petit tracker, ce qu'on appelle je crois que ça c'est tenu par Garmin aujourd'hui. Et du coup, c'est un tracker qui me permet en cas de problème, il y a une petite touche SOS dessus et ça relie directement avec du coup cette assurance que j'avais prise, qui est purement du coup en cas de problème médical. Et du coup, eux, au final, ont réussi à organiser eh bien une évacuation médicale. Donc, il m'a fallu quand même du coup un avion, une ambulance privée qui m'a finalement rapatriée. Mais c'était un vrai management en soi parce que oui, il a fallu organiser tout ça alors que j'étais sur le lit d'hôpital. J'avais même la main droite cassée. Du coup, elle était absolument enflée. J'avais du mal à tenir le téléphone. Euh, il y avait pas d'électricité la plupart du temps dans l'hôpital. J'avais un rat dans la chambre comme compagnie, ce qui était assez sympa. Mais c'est marrant parce que du coup, non, enfin c'est pas marrant, pas vraiment, mais à travers cet accident en fait est venu ce que en quelque sorte je cherchais dans le voyage. Je cherchais le challenge, je cherchais quelque chose auquel me confronter. Jusqu'à ce que j'arrive au Nigeria, j'en étais là, mais ce voyage est presque trop facile en fait. Et effectivement jusqu'à ce moment-là, où tout s'est stoppé net. Mais ce que je cherchais dans ce voyage, je cherchais, je pense une claque culturelle ou un changement dans ma routine ou quelque chose. Et c'est arrivé au travers de cet accident. On dit souvent ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que après, voilà, enfin, je t'ai écouté, ça me met presque des frissons parce que j'imagine. Alors moi, je connais un peu Madagascar qui est encore pas totalement. C'est l'Afrique, bien sûr, mais c'est pas l'Afrique continentale. Donc, mais moi, j'imagine certaines similitudes avec les hôpitaux, de comment ça se passe quand il y a l'accident, etc., etc. Et c'est assez impressionnant comment tu racontes ça avec bien sûr le recul, mais avec j'ai l'impression le smile, quelques sourires et tout. C'est assez impressionnant et surtout du passage à la colère, à la déception et aujourd'hui à se dire bah en fait c'est presque ça que j'attendais ou en tout cas je pense que c'est difficile et peut-être indescriptible. Il y a que toi qui peut le ressentir. Mais se dire que bah voilà en fait c'était ça que j'étais venu chercher. Alors c'est quand même assez paradoxal, mais moi j'arrive à peu près à le comprendre, mais j'arrive pas totalement non plus à l'expliquer. Mais en tout cas, et ça en vient à ma question. Du coup, ce qui paraît finalement naturel, ça t'a pas freiné, et donc du coup, maintenant, et ça me fait plaisir de l'entendre, tout va bien, et maintenant tu peux penser aux prochaines aventures. Du coup, c'est quoi l'idée? Parce que après un morceau comme celui-là, ça va être difficile de passer un step, quoi. Donc, c'est quoi les prochaines aventures? Alors pour moi, du coup, suis restée à une histoire non finie avec l'Afrique. Donc c'est clair que pour moi là, je dois finir mon voyage. Alors ma moto est toujours au Nigeria, toujours dans cette ville, toujours à Calabar. Elle a souffert un petit peu de l'accident, mais pas autant que moi. Donc du coup, il y a juste, ça devrait être assez simple de la réparer. Alors mon idée originale était de continuer, de retourner là-bas et de continuer jusqu'à Cape Town. Malheureusement, avec ce qui est arrivé avec le Covid et tout, bon, les frontières sont encore assez fermées là-bas, enfin comme ici.
Mais et surtout avec le temps, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai envie de reprendre cette même route sur laquelle j'ai eu l'accident, qui est la seule route qui va mener à cette frontière. Et du coup, j'ai potentiellement, je retournerai en Afrique, je finirai ce voyage, c'est sûr, mais peut-être en l'attaquant côté est. Alors j'ai juste envie de retourner en Afrique aujourd'hui, en fait. Pour moi, ça doit se finir. Je suis tellement restée sur cette fin que la suite du voyage va définitivement continuer. J'avais tellement envie de continuer qu'au final, même quand je me suis rendu compte que j'avais le bras cassé, donc le bras était clairement cassé, que dans ma tête, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je laisse la moto de côté, je saute dans la voiture de Jonas et on continue. Je fais un plâtre et on verra la suite après. C'est bon, ça peut attendre. Bon, évidemment, les choses étaient un peu plus compliquées que je ne pensais sur le moment. Mais quand j'étais transportée de l'endroit où j'ai l'accident jusqu'à l'hôpital pendant ces 3 heures, c'était ce genre d'idée qui me courait dans la tête. C'était genre, ben attends, en fait, ça va aller, on va faire un plâtre et tout. Alors que, soyons réalistiques, j'avais vraiment, ça ne pouvait pas être, on pouvait pas se casser le bras d'une façon pire que je ne l'ai fait. Donc c'était juste un plâtre n'était pas possible. Aujourd'hui, j'ai 2 plaques de titane et 15 vis dans le bras. Qu'il a fallu que je stoppe les médecins nigériens qui voulaient absolument m'opérer de ne pas le faire et d'attendre que je sois rapatriée en Europe. Enfin, déjà, quel courage, hein, franchement, de se dire, bah tiens, on va rattaquer pratiquement, enfin même au même endroit où s'est passé l'accident. Alors bien sûr, tu vas changer d'itinéraire et ça, je le comprends, psychologiquement, ça doit marquer. Mais ouais, c'est très fort, c'est très fort. Et en fait, j'imagine le truc en se disant que cette fin ne soit plus une fin, en fait. Tu vois, c'était une pause et je reprends. Et la fin de la fin, c'est quand je vais arriver au Cap. Et là, je dirais que l'expédition, l'aventure, c'est vraiment terminé. Ça, je le comprends bien. Et en tout cas, je t'encourage. Je vais suivre. Enfin, j'espère que cette situation dans laquelle nous on est va vite se terminer. Et en tout cas, quand ça sera le moment, ça sera avec plaisir qu'on pourra en rediscuter. Et j'adorerais te rappeler quand tu seras au Cap et que tu me dis que tu l'as fait. Et ça serait juste génial. Ça serait juste génial. Absolument, oui. Et moi, j'ai une petite, presque peut-être une question personnelle. Moi, j'ai une petite fille depuis 7 mois. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, je la tanne. Alors elle a que 7 mois, hein, mais je la tanne pour qu'elle vive l'aventure parce que j'adore ça. Donc bon, moi, je l'amène à droite, à gauche. Mais qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui voudrait vivre cette même aventure? Alors quand j'ai une petite fille, ça peut être bien sûr d'autres femmes qui vont écouter ce podcast, j'espère, et qui vont avoir envie. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes pour vivre cette aventure? Moi, je dirais que rien n'est impossible et que si tu as envie de faire quelque chose, si tu as un rêve, il faut juste y aller. Parce que je me dis que dans 20 ans, je regretterai jamais d'avoir fait ce voyage, même malgré l'accident. Mais par contre, je pense que j'aurais pu regretter de ne pas l'avoir fait. Et je pense que pour n'importe quel rêve, la plupart du temps, on ne regrette pas les choses qu'on fait quand il en vient de ce genre d'aventure, du moins. Donc je dirais juste, vas-y, fais-le. N'écoute pas ce que les autres te disent. Ne te laisse pas influencer par le fait qu'on te dise que c'est impossible. Rien n'est impossible. Et je dirais juste de s'écouter. Merci Charlotte. Merci pour ce temps passé avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter et je te souhaite donc de reprendre cette moto, enfin de récupérer cette moto au Nigeria et de la réparer et de partir direction le Cap. Donc je te dis à bientôt parce que je prends rendez-vous pour t'appeler quand tu seras au Cap. Eh ben absolument. Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir de participer à ce podcast et c'est toujours un plaisir de parler et de partager mon voyage aussi. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je
Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.